Pendant l'été 1942, le monde retint son souffle. Après un an de guerre contre l'Union soviétique, les armées d'Adolf Hitler semblaient invincibles. L'opération Barbarossa avait débuté par l'anéantissement complet du commandement soviétique. Dès les premières heures de l'assaut, le déferlement de forces mécanisées et de bombardiers allemands paralysa l'ensemble du système de commandement soviétique, des pelotons jusqu'au haut état-major à Moscou. En quelques jours à peine, d'immenses territoires furent perdus et des centaines de milliers de soldats encerclés et faits prisonniers. La Luftwaffe avait écrasé l'aviation ennemie, détruisant des milliers d'appareils dès les premiers jours et assurant sa suprématie aérienne. L'avant-garde de la Wehrmacht progressait sur des centaines de kilomètres, capturant des villes comme Pskov et s'approchant de Leningrad en l'espace de quelques semaines. De l'Atlantique jusqu'aux steppes russes, une question hantait le monde: quelqu'un pourrait-il arrêter le Troisième Reich? La réponse allait se trouver dans les ruines de Stalingrad. Cette ville industrielle, étendue le long de la Volga, dont le nom évoquait la puissance du dirigeant soviétique Joseph Staline, allait devenir le théâtre d'un affrontement total. La bataille ne déciderait pas seulement du sort de millions d'hommes, mais aussi de l'issue de la guerre. Aujourd'hui, nous raconterons comment le rêve de Hitler de parvenir au Caucase et d'écraser l'Union soviétique se transforma en cauchemar, comment une armée qui paraissait invincible commença à s'épuiser avant d'être encerclée, et comment Stalingrad devint un symbole de résistance et de basculement historique. Qu'est-ce qui fit que les Allemands, qui en juin 1942 accumulaient des victoires écrasantes, se retrouvèrent piégés et sans issue? Comment se forgea la contre-offensive soviétique? Bienvenue dans Wartime Archive. L'ouragan allemand de Barbarossa à la Volga. L'invasion de l'Union soviétique commença le 22 juin 1941 sous le nom de code Opération Barbarossa. Dès les premières heures, la machine de guerre nazie démontra sa puissance écrasante. La combinaison des blindés et de l'aviation détruisit les lignes de communication soviétiques et désorganisa le commandement de l'armée rouge. Staline donna des ordres de contre-attaque qui ne correspondaient pas à la réalité, et il fallut plusieurs jours avant que la direction soviétique ne prenne conscience de l'ampleur de la catastrophe. Au cours de cette première semaine, la Luftwaffe détruisit plus de 2000 avions soviétiques, obtenant ainsi une suprématie aérienne quasi totale. La Wehrmacht avança en 3 grands groupes d'armées vers Leningrad, Moscou et l'Ukraine. Au nord, les panzers du groupe Nord prirent Pskov le 8 juillet 1941 et progressèrent d'environ 450 km en quelques semaines, n'étant plus qu'à 250 km de Leningrad. Au centre et au sud, la même vague d'acier se dirigeait vers Minsk, Kiev et Smolensk, encerclant d'immenses concentrations soviétiques. À la mi-1942, malgré l'arrêt de l'offensive contre Moscou due à l'hiver et à la résistance soviétique, l'Allemagne nazie contrôlait encore de vastes territoires en Europe de l'Est et gardait l'initiative. L'été 1941 fut une succession de victoires et d'encerclements. En quelques semaines, des dizaines de divisions soviétiques tombèrent dans les pinces blindées allemandes. Sur la route de Smolensk, les Soviétiques lancèrent des contre-attaques désespérées qui se terminèrent en massacre sur plus de 2000 chars engagés. 832 furent détruits en 5 jours. Alors que le deuxième groupe blindé franchissait le Dniepr par le sud et que le troisième groupe blindé avançait depuis le nord, 3 armées soviétiques furent encerclées. Le 16 juillet, les troupes motorisées entrèrent dans Smolensk et, bien qu'il fallut plusieurs semaines pour fermer totalement la poche, le 5 août, 300 000 soldats soviétiques avaient été capturés et 3205 chars détruits. Ce ne fut qu'une des nombreuses poches colossales en septembre. Kiev tomba avec des centaines de milliers de prisonniers et à Ouman ou Vyazma, de nouveaux encerclements se répétèrent. Cette série écrasante de victoires convainquit beaucoup en Allemagne que la guerre contre l'Union soviétique était pratiquement gagnée. Les photos de colonnes interminables de prisonniers rouges et de véhicules détruits alimentaient la propagande nazie. À Berlin, on parlait déjà d'une chute de Moscou avant l'hiver. Mais sous la surface des succès, des signaux d'alerte apparaissaient. Les immenses distances couvertes par les panzers
provoquait de lourdes tensions logistiques, camions et convois de ravitaillement ne pouvaient suivre le rythme, tandis que les voies ferrées, d'écartements différents, devaient être reconstruites. Les pluies de juillet transformèrent les highways et les routes biélorusses en bourbiers, ralentissant les blindés. Même au cœur de l'offensive, le haut commandement allemand comprit qu'il avait sous-estimé la capacité soviétique et que les estimations initiales du nombre de troupes ennemies étaient bien en deçà de la réalité. Le général Halder nota dans son journal que l'ennemi semblait toujours renaître et que chaque poche fermée était remplacée par de nouvelles forces. De plus, les pertes allemandes n'étaient pas négligeables au 2 août. Les groupes d'armées avaient déjà subi 179 500 pertes et les réserves s'épuisaient. La nécessité de se réorganiser et de se ravitailler y retarda l'avancée vers Moscou. Ouvrant un débat au sommet de l'armée, fallait-il pousser directement sur la capitale soviétique ou se détourner vers l'Ukraine et le Sud pour s'emparer des ressources agricoles et industrielles? Hitler choisit la seconde option, obsédé par l'idée de priver l'Union soviétique de ses céréales et de son pétrole. Cette décision préparait le terrain pour la campagne de 1942 et, en fin de compte, pour la bataille de Stalingrad. Dans le même temps, la rhétorique idéologique accompagnait les mouvements militaires. La propagande nazie présentait la campagne comme une croisade contre le bolchevisme juif et promettait des terres aux colons allemands. Beaucoup de soldats, nourris de ce discours, écrivaient à leurs familles en décrivant d'interminables paysages, des villages de bois et un ennemi sauvage. D'autres, cependant, commençaient à douter que la guerre à l'Est soit aussi courte qu'on l'avait annoncé. Le général Guderian avertit que les campagnes d'encerclement ne suffiraient pas si le cœur industriel soviétique demeurait intact. Mais Hitler fit taire les critiques. Ainsi, tandis que l'hiver 1940 et 1942 stoppaient l'offensive aux portes de Moscou, et que les Soviétiques lançaient leur contre-offensive de Noël, de nouvelles ambitions naissaient à Berlin, conquérir le Sud et assurer la guerre des ressources. C'est dans ce contexte que Hitler décida de réorienter sa stratégie. La sanglante bataille de Moscou avait montré que la prise de la capitale soviétique ne serait pas aisée. À la place, le Führer fixa son regard vers le sud. Les steppes au sud du Don et le riche pétrole du Caucase promettaient de nourrir le moteur de guerre allemand et de priver l'Union soviétique de sa principale source d'énergie. Avec cette vision, le 5 avril 1942, il émit la directive NDG 41 ordonnant l'exécution de Fall Blue, Opération Bleue. Son objectif: détruire les forces soviétiques du Sud, sécuriser les ressources économiques de la région et, si possible, se tourner ensuite vers Moscou ou le Moyen-Orient. Le 28 juin 1942, Fall Blue débuta. Les premières semaines furent donc spectaculaires pour les Allemands. Les divisions blindées brisèrent les lignes soviétiques et progressèrent rapidement vers le Don. L'offensive rappela les campagnes de 1940 et un Von Bock et ses commandants engrangèrent les succès et Hitler, euphorique, élargit ses ambitions. Le 9 juillet, il ordonna de conquérir simultanément le Caucase et Stalingrad. Divisant le groupe d'armées sud en deux, le groupe A, commandé par Wilhelm List, devait foncer sur les gisements pétroliers du Caucase. Le groupe B, sous les ordres de Maximilian von Weichs, se dirigeait vers la cité du Volga. Cette division surchargea la logistique allemande et ouvrit une brèche entre les deux groupes, permettant à certaines forces soviétiques d'échapper à l'encerclement. Stalingrad, en plus d'être un centre industriel fabriquant armements et tracteurs, avait une importance stratégique et symbolique. S'étendant sur 50 km le long de la Volga, la ville coupait le trafic fluvial reliant le nord et le sud de la Russie. Sa prise devait consolider le flanc nord de l'offensive vers le Caucase et offrir à Hitler un triomphe propagandiste en s'emparant de la ville qui portait le nom de Staline. La capture de Stalingrad apparaissait comme la pièce finale pour sécuriser le sud et établir un corridor pétrolier destiné à alimenter la machine de guerre nazie. Ainsi, tandis que les panzers approchaient du Volga, Hitler promettait à ses généraux que la ville tomberait en quelques jours. Plan bleu, ambition et excès. Le début de l'été 1942 marqua une nouvelle phase de la guerre. L'opération Bleue fut subdivisée en plusieurs étapes. Bleu 1, Bleu 2 et Bleu 3.
Initialement, l'offensive vers le Caucase connut un succès rapide. Rostov-sur-le-Don tomba et les ponts sur le Don passèrent sous contrôle allemand. Hitler, convaincu de la victoire, affaiblit le groupe B en transférant la 4e armée blindée de Hermann Hoth au groupe A qui s'enfonçait dans les montagnes du Caucase. Cette décision retarda l'attaque contre Stalingrad et dilua la puissance allemande sur un front beaucoup trop vaste. À mesure que les armées pénétraient dans le sud de la Russie, la logistique devint de plus en plus difficile. Les lignes de ravitaillement s'étirèrent sur des centaines de kilomètres de routes non pavées. Les trains d'approvisionnement n'arrivaient pas à suivre le rythme des avant-gardes carburant et munitions manquaient. La chaleur écrasante de l'été, l'état désastreux des routes et l'immensité du territoire rongèrent le moral des troupes. Pourtant, l'ordre d'Hitler était clair: Stalingrad et le Caucase devaient tomber. Pour les Soviétiques, l'offensive allemande au sud semblait répéter le schéma de 1940 et d'un reculer méthodiquement et éviter les encerclements massifs. Mais Staline comprit que Stalingrad ne pouvait être abandonné sans combat. Le 28 juillet 1942, il promulgua l'ordre numéro 227, resté célèbre pour sa formule. Pas un pas en arrière, cet ordre interdisait toute retraite sans autorisation et renforçait la discipline par des sanctions sévères. Il empêcha également l'évacuation des civils. Staline estimait que l'armée rouge se battrait avec plus de férocité en sachant qu'elle défendait la population. Cette décision allait donner le ton farouche de la défense. Le commandement soviétique réorganisa le front. Sous la direction du maréchal Semyon Timochenko, fut constitué le front de Stalingrad avec les 62e, 63e et 64e armées, auxquelles s'ajoutèrent la 8e armée aérienne et la 21e armée. La stratégie initiale visait à se replier en ordre, user les Allemands et préparer une contre-offensive. Cependant, la pression politique et l'ordre de Staline de tenir la ville à tout prix allaient faire de Stalingrad un symbole de résistance. Les rues, les usines et les rives de la Volga se préparèrent à des combats acharnés. Tandis que les colonnes allemandes roulaient vers l'est, les généraux commençaient à percevoir que l'ambition dépassait les moyens. Fall Blau avait été conçu comme une attaque progressive d'abord, briser les défenses soviétiques sur le Don, puis avancer vers Voronezh et les champs de blé du Kuban, et enfin pousser jusqu'aux gisements pétroliers de Maïkop, Grozny et Bakou. Mais les ordres d'Hitler changeaient quotidiennement. Après la chute de Rostov, il exigea la prise simultanée du port de Novorossiysk et des montagnes du Caucase, tout en ordonnant à la 6e armée de marcher sur Stalingrad. Résultat, les divisions blindées effectuèrent des marches exténuantes de près de 100 km sous une chaleur suffocante, puis recevaient l'ordre de se détourner vers un autre secteur. Ces allers-retours affaiblirent la capacité de concentration allemande et laissèrent les flancs à découvert. Les soldats qui avaient pataugé dans la boue de Biélorussie marchaient désormais sur la steppe brûlée, où le thermomètre atteignait 40 degrés et où la poussière recouvrait tout. Les distances s'étaient écrasantes de Kiev à Stalingrad, il y a plus de 700 km, et les routes n'étaient que des pistes de terre. De nombreux convois mettaient des semaines à livrer carburant et munitions, et la consommation des moteurs augmentait sur la plaine sèche. Les chevaux, encore essentiels pour tirer l'artillerie, et les chariots, mouraient par milliers faute d'eau. Les lettres de soldats décrivaient la souffrance. Nos camions avancent comme des comme des navires sur l'océan. Sans ombre ni maison, nous buvons une eau chaude et poussiéreuse et nous rêvons de forêts et de rivières. Parfois je me demande ce que nous faisons au diable ici. Depuis son quartier général de la Wolfschanze, Hitler scrutait les cartes et exigeait des résultats immédiats. Son obsession pour les ressources pétrolières et pour s'emparer de la ville de Staline se combinait avec la conviction que l'armée rouge était au bord de l'effondrement. Il ignorait les rapports de ses généraux sur les difficultés logistiques et la résistance croissante. Dans le même temps, la Luftwaffe devait se disperser soutenir Paulus à Stalingrad, bombarder le Caucase et protéger les routes de ravitaillement. Le général Richthofen, commandant du 4e corps aérien, avertit qu'il ne pouvait mener toutes ses missions à la fois, mais ses plaintes furent écartées. Du côté soviétique, les discussions au Stavka, le haut commandement, étaient tout aussi tendues. Certains généraux proposaient d'abandonner la ville pour regrouper les forces plus à l'est. Mais Staline rejeta toute idée de retrait.
Si nous cédons aux Allemands la rive de la Volga, ils s'y accrocheront et n'en partiront jamais. Il ordonna l'envoi constant de renforts et mit en place des comités d'évacuation des usines. L'industrie de Stalingrad commença à être démontée et transférée à l'intérieur du pays, tandis qu'une partie continuait à produire des armes. La population se partageait entre ceux qui fuyaient en traversant la Volga et ceux qui restaient pour combattre. Ce mélange d'évacuation et de résistance engendra des scènes chaotiques, trains chargés de machines partant vers l'est, camions bondés de femmes et d'enfants et, en même temps, files de volontaires s'enrôlant dans les milices ouvrières. L'ambition allemande et la détermination soviétique engendrèrent un choc de volonté sans précédent. Chaque jour, les cartes des états-majors allemands se couvraient de rouge et de bleu, marquant les avancées et les contre-attaques. Les généraux sur le terrain peinaient à maintenir la cohésion entre divisions de nationalités différentes, car le groupe d'armée B comptait sur des unités roumaines, hongroises et italiennes, mal équipées. Ses alliés avaient rejoint l'invasion avec l'espoir de récupérer des territoires, mais se retrouvaient à défendre de longues lignes avec peu de moyens. De nombreux officiers allemands doutaient de leur fiabilité et les assignèrent à des secteurs secondaires, sans se douter qu'ils deviendraient les points faibles que l'ennemi exploiterait. Stalingrad enflamme l'assaut allemand. En août 1942, les armées allemandes atteignirent la périphérie nord de Stalingrad. Le 23 août, une avant-garde pénétra dans les faubourgs septentrionaux. La Luftwaffe, cherchant à briser la volonté des défenseurs, lança une attaque incendiaire qui réduisit en cendres les quartiers de bois de la ville. Des colonnes de fumée s'élevèrent au-dessus de la Volga, tandis que des milliers de civils périssaient sous les bombes. Pour les survivants, aucune échappatoire. L'ordre de Staline de ne pas évacuer les maintenait piégés entre les ruines et l'armée allemande. À la tête de la 6e armée se trouvait le général Friedrich Paulus, considéré comme l'un des meilleurs stratèges de la Wehrmacht. Avec 330 000 hommes, soutenus par la 4e armée blindée, Paulus devait s'emparer de la ville au plus vite. Cependant, ce qui devait être une opération rapide se transforma en enfer. Le général Vassili Tchoïkov, commandant de la 62e armée soviétique, ordonna à ses soldats de s'accrocher à chaque bâtiment, chaque usine, chaque mètre de terrain. Les Soviétiques se replièrent sur une étroite bande de 15 km le long de la Volga et la défendirent avec acharnement. Leur tactique consistait à se rapprocher au maximum des Allemands, à les étreindre dans des combats rapprochés afin de neutraliser l'appui aérien et l'artillerie ennemie. Chaque bâtiment devenait une forteresse des noms comme la maison Pavlov, où l'usine de tracteurs devint légendaire. Les unités allemandes prenaient une rue le matin et la perdaient le soir. Même lorsque, le 14 octobre, les Soviétiques furent acculés au bord du fleuve et que leurs pointes de passage étaient balayées par les mitrailleuses, ils résistèrent. L'hiver approchait et les soldats de l'Axe commençaient à ressentir l'usure. Paulus savait que le moral dépendait de la rapidité de la victoire. Il promit à Hitler que la ville tomberait bientôt, mais chaque jour de combat consommait munitions et hommes. Les Panzers, conçus pour avancer en rase campagne, devenaient des cibles faciles parmi les décombres. Les rues étroites empêchaient les manœuvres et forçaient les Allemands à combattre comme fantassins, perdant ainsi leur avantage de mobilité et de blindage. Pendant ce temps, les Soviétiques recevaient renforts et approvisionnements en traversant la Volga sur des barges, souvent sous le feu constant de l'artillerie et de l'aviation. La détermination de Tchoïkov se résumait en un mot d'ordre: résister jusqu'au bout. L'ampleur de la dévastation était inimaginable. Lors du bombardement du 23 août, on estime que plus de 40 000 civils périrent en quelques heures. Des quartiers entiers brûlèrent et des hôpitaux improvisés furent ensevelis sous les gravats. Ces sources d'eau furent contaminées par des cadavres et de l'essence. Les survivants décrivirent un ciel rougeoyant et une pluie de cendres qui couvrait tout, jusque dans la bouche de ceux qui tentaient de respirer. Dans les jours suivants, la poussière de briques et la fumée formèrent un brouillard permanent, réduisant la visibilité à quelques mètres. Les soldats allemands qui pénétraient dans la ville parlaient d'un paysage lunaire où tout repère disparaissait. Les habitants se réfugiaient dans des caves transformées en abris parmi eux. Des fillettes de 12 ans transportaient des cartouches et de vieux ouvriers maniant des fusils Mosin.
La bataille prit des noms symboliques. La colline de Mamayev Kurgan, dominant la ville, changea de main des dizaines de fois. Sa terre devint grise de plomb et rouge de sang, les cadavres servaient de parapet aux vivants. Les usines Barikadi, Octobre Rouge et Tracteur se transformèrent en forteresses imprenables. Dans la maison Pavlov, un immeuble d'habitation, un groupe de 25 soldats défendit sa position durant 2 mois, repoussant des assauts quotidiens. L'historiographie soviétique fit de cette maison un symbole de résistance. Chaque brique, disait la propagande, avait coûté plus de vies allemandes que la prise de Paris. Si le chiffre exact reste discuté, il est certain que cette défense obstinée obligea les Allemands à employer chars et artillerie lourde contre un simple bloc d'appartements. Les Allemands surnommèrent séquemment ces combats Rattenkrieg, la guerre des rats. L'expression traduisait la sensation de progresser dans un dédale de caves et de ruines, où l'ennemi pouvait surgir à chaque coin. Les lignes de front se mesuraient en étages. Les Allemands pouvaient occuper le rez-de-chaussée et les Soviétiques le premier étage. L'artillerie était de peu d'utilité. Il fallait nettoyer pièce par pièce, avec grenades, baïonnettes et lance-flammes. Les Soviétiques se déplaçaient par les égouts et apparaissaient derrière les lignes ennemies. Les snipers se dissimulaient dans les décombres le plus célèbre. Vassili Zaïtsev devint une légende en abattant des dizaines de soldats et officiers. Son affrontement supposé avec un tireur d'élite allemand, repris plus tard par des films et romans, alimenta le mythe de la guerre urbaine. La discipline et la propagande soutenaient de la morale. Chaque jour, la radio diffusait chants patriotiques et discours glorifiant les défenseurs. On racontait l'histoire d'un jeune soldat qui, encerclé, se fit exploser avec des grenades pour arrêter un char, ou celle d'une infirmière qui continua à soigner malgré ses blessures mortelles. Ces récits, répétés sans cesse, comblaient l'écart entre réalité et espoir. Pendant que les combats faisaient rage, la vie quotidienne poursuivait son cours surréaliste. Les cantines des usines continuaient à fonctionner dans les sous-sols, les enfants jouaient parmi les ruines lorsqu'ils n'étaient pas contraints de courir vers les abris. Certains couples se mariaient au pied de Mamayev Kurgan, dans des cérémonies brèves célébrées par des commissaires politiques. L'écrivain Vassili Grossman, correspondant de guerre, écrivit qu'il n'avait jamais vu autant de morts à côté d'une vie si obstinée. Son œuvre ultérieure, Vie et destin, reflèterait ce contraste. Mais il y eut aussi des situations paradoxales dans le camp adverse. De nombreux soldats allemands, formés dans l'idée d'une armée invincible, désespéraient de voir que chaque maison coûtait des dizaines de vies. Ils comparèrent Stalingrad à Verdun, la boucherie de la Première Guerre mondiale. Certains journaux intimes relatent des camarades sombrant dans la folie sous le vacarme permanent et la pression psychologique d'un ennemi invisible. Les officiers tentèrent de maintenir la discipline, mais l'usure devenait évidente, la ration de pain diminuait. L'eau était rare et les renforts arrivaient épuisés par d'interminables marches. À l'automne, l'arrivée de renforts soviétiques venus de Sibérie et d'Asie centrale changea l'équilibre démographique. Ces soldats, endurcis par des climats extrêmes, étaient mieux préparés au froid qui approchait. Ils portaient de lourds manteaux et des bottes fourrées, alors que beaucoup d'Allemands restaient vêtus de leurs uniformes d'été. La neige recouvrit les décombres et dissimula des bombes non explosées, faisant de chaque pas une menace. La ville se taisait lors des tempêtes de neige, mais sitôt le ciel dégagé, les combats reprenaient avec une férocité redoublée. Pas un pas en arrière, la résistance soviétique. La défense de Stalingrad fut un exemple de sacrifice total. L'ordre numéro 227 n'interdisait pas seulement la retraite, il créa aussi des bataillons disciplinaires et des détachements de barrages qui tiraient sur leurs propres soldats s'ils tentaient de fuir. Aussi brutal qu'il fût, ce dispositif comportait une dimension psychologique. Il instillait la peur de la désertion et exaltait la valeur de l'exemple. Les commissaires politiques parcouraient les tranchées en rappelant aux soldats qu'ils défendaient leur patrie, leur famille et l'avenir de la Révolution. La population civile joua également son rôle. Des milliers d'ouvriers d'usines devinrent miliciens. Femmes et adolescents participèrent à la construction de fortifications, transportèrent des munitions et soignèrent les blessés.
Les usines de tracteurs et d'armement continuèrent à produire sous le feu, ouvriers et soldats partageaient le même toit. À la radio, la propagande soviétique diffusait des récits d'héroïsme. Pour galvaniser les esprits, un soldat inconnu pouvait devenir symbole national s'il tenait 10 jours dans un bâtiment. Du côté allemand, le tableau était tout autre. À mesure que les combats s'intensifiaient, les soldats C de la 6e armée souffraient d'épuisement et de lourdes pertes. L'offensive s'enlisa sur un front statique, les réserves s'épuisaient et l'hiver approchait. Les alliés de l'axe roumain, hongrois et italien occupaient les flancs, mais manquaient d'équipement et de morale. Le général Hermann Hoth, initialement envoyé vers le Caucase, fut rappelé pour soutenir Paulus, mais chaque redéploiement tardif entraînait de nouveaux retards. Et l'ingérence rigide d'Hitler, qui refusait toute retraite ou regroupement sans son aval, avait paralysé la souplesse tactique. Obsédé par la capture de la ville qui portait le nom de son ennemi juré, il restait aveugle à la réalité. Tchouikoff profita de cette indécision pour réorganiser ses défenses. L'artillerie soviétique, postée sur la rive orientale de la Volga, bombardait sans répit les concentrations allemandes. L'arrivée du froid favorisait les défenseurs, aguerris aux conditions extrêmes. À la mi-novembre, la 6e armée était à bout, mais Hitler insistait pour porter l'estocade avant que les Soviétiques ne se réorganisent. Sans le savoir, ses troupes combattaient contre le temps. L'ordre numéro 227 eut des conséquences dramatiques et controversées. Il fut promulgué après l'effondrement de plusieurs unités face aux percées ennemies. Le document stipulait que les lâches doivent être abattus sur le champ et que les commandants retirant leurs troupes sans ordre seraient traduits en cour martiale. Des bataillons pénaux furent créés, composés de soldats accusés de lâcheté ou de délits mineurs, envoyés à des missions quasi-suicidaires pour racheter leurs fautes. Derrière les premières lignes, les détachements de barrages du NKVD avaient pour mission de tirer sur les déserteurs. Bien que ces mesures aient été dénoncées pour leur brutalité, certains historiens estiment qu'elles contribuèrent à stopper l'effondrement et à renforcer la cohésion par la peur. Pour les soldats ordinaires, le choix se résumait à mourir en avançant ou mourir en fuyant. Cependant, la résistance soviétique ne reposait pas uniquement sur la terreur. Elle s'appuyait aussi sur un patriotisme authentique, nourri par la défense de la mère Russie. Les discours de Staline invoquaient la fierté nationale et la mémoire des invasions napoléoniennes ou tatares. Les commissaires politiques distribuaient des brochures avec des extraits des souilles et des classiques russes et de poèmes exaltant la terre et le sacrifice. Les lettres des soldats révèlent un mélange de peur et de détermination. Si nous tombons, nos mères et nos sœurs seront esclaves. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre ici, écrivit un jeune de 19 ans à sa famille. Le franchissement de la Volga relevait de l'exploit. Chaque nuit, barges et petits bateaux transportaient soldats, munitions, vivres et ramenaient des blessés depuis la rive orientale vers les rives en flammes. Beaucoup de marins périrent sous les tirs d'artillerie allemands ou prisonniers des glaces. Les ingénieurs construisirent des ponts de pontons en secret, aussitôt détruits en quelques heures. Pourtant, le flux ne cessa jamais. On estime que plus de 30 000 blessés furent évacués par le fleuve durant la bataille, nombre d'entre eux sous bombardement permanent. Certaines embarcations transportèrent même des prisonniers allemands capturés lors de contre-attaques locales, dans un étrange va-et-vient entre vie et mort. Le travail des soignants et médecins soviétiques fut héroïque. La doctoresse Lyudmila Pavlychenko, célèbre tireuse d'élite avec plus de 300 victoires confirmées, s'organisa des postes de secours dans les ruines et forma de jeunes recrues au tir. L'infirmière Zinaïda Markova traversa la Volga des dizaines de fois pour sauver des blessés, méritant le titre de héros de l'Union soviétique. Les récits de ces femmes circulaient parmi les troupes, servant à rappeler que chacun, quel que soit son sexe, devait participer à l'effort de guerre. Le climat devint un allié. Lorsque les vents d'Est soufflèrent et que les températures chutèrent à moins 20 degrés, les Allemands, souvent dépourvus de vêtements adaptés, commencèrent à souffrir d'engelures. Les uniformes d'été gelaient sur leur corps, les armes se bloquaient sous le givre. Les Soviétiques, en revanche, disposaient de telogreikas, vestes matelassées, et de bottes de feutre qui facilitaient leurs mouvements.
Ils utilisaient des poêles rudimentaires dans des grottes et tunnels pour chauffer nourriture et armes et s'enveloppaient de journaux ou de couvertures pour dormir. Le froid tuait autant que les balles, mais les défenseurs savaient qu'il était leur plus cruel allié. Dans de nombreux secteurs, la bataille devint une guerre de duels personnels. Les artilleurs soviétiques inscrivaient sur leurs canons le nombre de chars détruits. Les pilotes de chasse de la 8e armée aérienne rivalisaient pour accumuler les victoires et protéger les convois traversant le fleuve. Les snipers comptaient leurs abattages et les supérieurs récompensaient ceux qui franchissaient des seuils symboliques. Cette personnalisation du combat entretenait l'esprit de compétition et l'impression que chaque individu pouvait influer sur l'issue. Mais il y eut aussi des fractures. Certains commissaires abusèrent de leur pouvoir, exécutant des soldats soupçonnés de lâcheté. Il y eut des insubordinations et des tensions internes. Les privations engendrèrent du massménage du ressentiment envers les officiers, et tous ne partageaient pas la vision héroïque véhiculée par la propagande. Les conversations dans les tranchées, bien que surveillées, trahissaient parfois le désespoir. Tchouikov reconnut dans ses mémoires que la lutte la plus difficile était psychologique. Il nous fallait convaincre nos hommes que mourir à Stalingrad ne serait pas vain, que résister ici signifiait sauver notre patrie. Opération Uranus, l'encerclement qui changea le cours de la guerre. Alors que les troupes B de Paulus s'épuisaient à Stalingrad, le haut commandement soviétique préparait en secret une contre-offensive décisive. Les généraux Georgi Zhukov, Alexandre Vassilevski et Nikolai Voronov élaborèrent un plan qui n'attaquerait pas directement les troupes allemandes dans la ville, mais leur flanc affaibli. L'opération serait baptisée Uranos. Elle consistait à lancer 2 grandes offensives à 80 km au nord et au sud de la cité pour encercler la 6e armée et la 4e armée blindée. Les divisions roumaines, italiennes et hongroises tenaient ces secteurs avec peu d'hommes, un armement anti-char limité et une faible morale. À l'aube du 19 novembre 1942, alors que le froid était déjà mordant, des milliers de canons soviétiques ouvrirent le feu sur le front nord. La terre trembla, tandis que les troupes de la première armée de la garde avançaient dans le brouillard. Le lendemain, l'offensive débuta au sud. La surprise fut totale, les commandants allemands croyaient les soviétiques incapables de lancer une attaque d'une telle ampleur. En quelques jours, les 2 pinces se rejoignirent à Kalach, à l'ouest de Stalingrad, refermant l'étau. Plus de 250 000 soldats allemands se retrouvèrent encerclés. Les radios germaniques envoyèrent des messages désespérés à Berlin. Certains généraux demandèrent l'autorisation de percer l'encerclement et de battre en retraite. Hitler l'interdit. Le 22 novembre, Paulus informa ses supérieurs que le carburant serait épuisé en quelques jours et qu'il lui fallait l'ordre de se replier vers l'ouest. Hitler répondit que Stalingrad devait devenir une forteresse et ordonna à la Luftwaffe de ravitailler et les encercler par voie aérienne. Mais le pont aérien ne fut jamais à la haute hauteur, les avions ne pouvaient livrer qu'une fraction des 700 tonnes quotidiennes nécessaires. Au fil des jours, les rations diminuèrent, les munitions vinrent à manquer et les blessés moururent de froid et de gangrène. À l'extérieur, le maréchal Erich von Manstein tenta de briser l'encerclement par l'opération Tempête d'hiver. Ses troupes avancèrent depuis l'ouest en décembre 1942. Mais Hitler refusa de permettre à Paulus de coopérer en attaquant depuis l'est. Sans offensive coordonnée, les forces de Manstein furent arrêtées par les défenses soviétiques. Le 16 décembre, les soviétiques lancèrent la opération Saturne visant à élargir la percée et à anéantir les forces de secours. Les flancs de l'axe s'effondrèrent et la situation à Stalingrad devint désespérée. Avec la Volga gelée, les soviétiques transportaient troupes et chars sur la glace. À l'intérieur de la poche, les soldats allemands mouraient de faim et de froid. Hitler éleva Paulus au rang de maréchal le 30 janvier 1943. En lui rappelant qu'aucun maréchal allemand n'avait jamais été capturé vivant. Mais Paulus savait que poursuivre la résistance signifiait l'anéantissement total de ses hommes. Le 31 janvier, il capitula avec 22 généraux. Le 2 février 1943, les restes de 91 000 soldats allemands se rendirent.
Parmi eux, à peine 5000 rentrèrent chez eux, rentrèrent chez eux des années plus tard. Conséquences et d'héritage. La défaite de Stalingrad changea le cours de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'alors, le Troisième Reich avait paru invincible. La perte de plus de 800 000 hommes de l'Axe morts, blessés ou prisonniers, ainsi que la destruction d'une armée entière, sapèrent la capacité offensive de l'Allemagne et son moral. Le mythe de l'invincibilité se brisa aussi bien dans la Wehrmacht que chez les Alliés de Berlin. Pour l'Union soviétique, Stalingrad devint un symbole de sacrifice et de victoire. La ville n'était plus qu'un champ de ruines, 90 de ses bâtiments avaient été détruits et la population civile avait subi des horreurs indicibles. Mais la victoire démontra la résilience du peuple soviétique et consacra Zhukov et Vassilevski comme héros de la patrie. La propagande exploita la bataille Berlin pour renforcer l'unité nationale et inspirer de nouvelles offensives. Après Stalingrad, l'armée rouge prit l'initiative stratégique, lançant des campagnes qui allaient puis en finir par libérer toute l'Union soviétique et avancer jusqu'à Berlin. L'impact en Allemagne fut dévastateur, et pas seulement sur le plan militaire. Les mères allemandes commencèrent à recevoir de laconiques lettres de disparus au combat, et la presse, qui jusque-là vantait des victoires, parla pour la première fois d'une lutte défensive héroïque. La confiance aveugle en Hitler commença à se fissurer. Au Berghof, le Führer évitait d'évoquer le sujet, même avec ses proches, tandis que Joseph Goebbels lança son fameux appel à la guerre totale pour galvaniser une population sous le choc. Comment expliquer qu'une armée prétendument invincible se soit rendue, dans les foyers allemands, les rumeurs de froid, de faim et d'abandon sur la Volga circulaient comme un poison. Les alliés de l'Axe en tirèrent aussi des leçons. À Rome, Mussolini comprit que son alliance avec Hitler l'avait condamné peu après, l'Italie s'effondrerait et changerait de camp. À Budapest et Bucarest, les dirigeants hongrois et roumains, horrifiés par l'anéantissement de leurs troupes durant la contre-offensive soviétique, commencèrent à chercher des canaux secrets vers les alliés occidentaux. Le gouvernement japonais, de son côté, renonça définitivement à attaquer l'URSS par la Sibérie, reconnaissant que les Soviétiques n'étaient pas aussi affaiblis qu'on l'avait cru. Stalingrad reconfigura également la stratégie des alliés occidentaux. En janvier 1943, à la conférence de Casablanca, Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill proclamèrent la doctrine de la capitulation sans condition, convaincus que l'Allemagne nazie pouvait être vaincue. Le président américain cita la victoire soviétique comme preuve que la guerre totale pouvait basculer. Dès lors, les bombardements stratégiques sur le Reich s'intensifièrent et se prépara le débarquement de Normandie. Le front de l'Est absorbait l'essentiel des divisions allemandes, permettant aux Alliés d'ouvrir un second front à l'Ouest. Pour les Soviétiques, la victoire sur la Volga servit de tremplin à de nouvelles offensives. En juillet 1943, lors de la bataille de Kursk, l'armée rouge repoussa la dernière grande tentative de la Wehrmacht pour reprendre l'initiative. La combinaison de défense en profondeur, d'artillerie et d'un nombre croissant de chars de conception nationale surclassa les Tiger et Panther allemands. Après Kursk, les Soviétiques lancèrent l'opération Bagration en 1944, anéantissant le groupe d'armées centre et poussant le front jusqu'en Pologne. Stalingrad avait été la première brèche après 1943. Cette brèche devint une fracture qui fit s'effondrer l'édifice nazi. Pour les soldats qui survécurent à l'encerclement, le cauchemar ne faisait que commencer. Environ 91 000 hommes furent envoyés en captivité, dont le maréchal Paulus et ses généraux. Beaucoup moururent dans les camps de prisonniers, victimes de maladies, de faim ou de travaux forcés. Seuls 5 à 6 000 revinrent en Allemagne après la guerre. Certains pas avant 1955, dans le cadre d'échanges négociés par Konrad Adenauer. Leurs mémoires relatent des années d'interrogatoire, d'endoctrinement et de lutte pour survivre. Certains, comme Wilhelm Adam, changèrent d'idéologie et rejoignirent les camps de la cause communiste. D'autres revinrent d'être marqués à jamais, accueillis avec suspicion dans leur patrie et accusés d'avoir collaboré avec l'ennemi. Pour les millions de civils soviétiques ayant vécu la bataille, la victoire marqua le début d'une longue reconstruction. Femmes et vieillards,
aidés par des pionniers, commencèrent à déblayer les décombres, tandis que les hommes non mobilisés érigeaient des logements provisoires avec le bois et les briques récupérées. Des centaines d'usines furent rapatriées de Sibérie et, dès 1947, la ville rebaptisée Volgograd en 1960 et on recommença à produire tracteurs et armements. L'URSS proclame Stalingrad ville héros, élevant monuments et musées en mémoire de la défense. Le plus emblématique, la gigantesque statue de la mère patrie sur la colline de Mamaïev, brandit encore son épée vers le ciel, rappelant le sacrifice d'une génération. Cependant, la mémoire de Stalingrad ne fut jamais homogène. Sous Staline, on exalta le rôle du chef suprême tout en minimisant les atrocités commises par les commissaires. Dans les années 1960, sous Nikita Khrouchtchev, furent révélés des récits d'exécutions de déserteurs et de civils morts de faim dans les abris. En Allemagne de l'Ouest, la bataille devint symbole du destin tragique des soldats envoyés combattre pour un régime criminel. Des films comme Hund, Wollt ihr ewig leben, Chiens, Voulez-vous vivre éternellement mis en avant la souffrance humaine? Et les associations d'anciens de Stalingrad utilisèrent la mémoire du siège pour promouvoir la réconciliation. En RDA, en revanche, la version officielle rejetait toute la faute sur l'incompétence d'Hitler et célébrait l'alliance avec Moscou. Se demander pourquoi Stalingrad reste une référence, c'est s'interroger sur la nature même de la guerre totale. Comment une ville peut-elle devenir à la fois tombe et berceau? Stalingrad fut la tombe de centaines de milliers d'hommes et le berceau de la victoire soviétique. Elle marqua la limite entre la domination nazie et l'espoir de liberté. Elle nous rappelle que la guerre n'est pas un récit glorieux de batailles héroïques, mais une tragédie humaine faite de faim, de peur, de courage et d'erreur.